Bonjour à tous, on se retrouve là où on s'était quitté avec notre analyse de projet pour notre surveillance de prix d'un article sur Amazon. La dernière vidéo était un petit peu ouais, philosophique si on veut, avec des grandes idées que j'aime partager. On n'est pas forcément d'accord avec moi. C'est ma façon de penser, peu importe. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller dans PyCharm, de commencer à lancer le petit projet, comme on va écrire un petit peu de code. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut avoir un peu de résultat pour avoir l'impression d'avancer, même si écrire l'analyse du projet, en quelque sorte, c'est un résultat. C'est pas super concret, mais c'est un résultat. C'est le brouillon. On va lancer le projet PyCharm et on va tout simplement commencer à développer notre projet Python. PyCharm est ici, il nous attend. On va créer un nouveau projet qu'on va appeler, comment on peut l'appeler ça. Le nom du projet, j'ai l'impression que c'est l'étape la plus compliquée dans le développement. C'est de trouver un nom qui soit cohérent. Et je vais l'appeler surveille prix. Voilà, tout simplement. On va, alors, bonne utilisation de PyCharm est très sympa pour ça, c'est qu'automatiquement il va créer un environnement virtuel. Ne cherchez pas trop à comprendre pour l'instant, on y reviendra peut-être dans une vidéo plus tard. Laissez-le gérer votre environnement virtuel, choisissez votre interpréteur de base. Moi c'est Python 3.7, je passe pas au 3.8 parce que je me suis renseigné sur des choses que j'ai envie de faire plus tard et le module que je vais utiliser n'est pas encore compatible 3.8, donc je vais rester en 3.7. Mais prenez l'habitude de toujours avoir un environnement virtuel pour développer plutôt que d'utiliser l'environnement global de Python. Pour faire très simple, je vous explique, c'est que quand on utilise un environnement Python, on va installer des modules, notamment là on va utiliser Request et Beautiful Soup. Ils vont s'installer dans votre environnement virtuel, ils vont pas venir polluer votre environnement global. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre Python, on va le copier dans un autre dossier, on va installer tous les modules dont on a besoin pour ce projet dans ce dossier, et votre Python d'origine, qui a servi à la base, va rester propre. Parce que si vous utilisez votre environnement global, tous les modules que vous allez installer vont se mettre dans cet environnement global, et à chaque fois que vous allez lancer un projet qui va être interprété par votre Python global, il va charger, il va avoir tous ces modules en mémoire. Si vous générez une installation plus tard de votre projet pour qu'il soit exécutable sur une machine qui n'a pas Python, il va mettre tous ces modules qui servent à rien dans le projet, ça va alourdir le projet, enfin bref, c'est vraiment une misère. Et ça vous permet aussi, quand on a un environnement virtuel, de faire des tests et de rien péter dans votre Python global. Si jamais ça foire, que vous installez des modules qui sont en concurrence les uns envers les autres, que ça fait foirer votre Python, vous allez dans votre projet, vous créez un nouveau environnement virtuel, vous réinstallez juste les modules dont vous avez besoin et vous n'avez rien cassé dans votre Python global. Ça évite une désinstalle, réinstalle, avec des fois des modules qui ne se désinstallent pas bien. Enfin, bref, environnement virtuel. Un projet, un ou plusieurs environnements, mais impératif, l'environnement virtuel qui est ici dans PyCharm. Vous voyez, il va créer un sous-dossier qui s'appelle venv avec le Python 3.7 et il va copier tout ce dont il a besoin dans ce dossier venv. C'est super important. Fin de la parenthèse. On crée le fichier, on crée le projet, pardon. Ça va prendre un petit peu de temps. Le PC que j'utilise n'est pas de première jeunesse, mais il fonctionne très bien. Donc on va laisser créer son environnement virtuel, c'est la partie la plus longue. Pendant ce temps-là, vous voyez que ça défile à l'écran, il installe tout ce dont il a besoin, pip notamment qu'on va utiliser pour installer des modules. Si vous le souhaitez, dites-le en commentaire, je vous ferai une petite vidéo pour comment installer Python, comment installer PyCharm sur votre PC sous Windows, parce que moi je travaille principalement sous Windows, j'ai une session sous Ubuntu en dual boot, mais je l'ai cassé hier soir en faisant n'importe quoi, donc il faut que je réinstalle. Mais j'aime bien utiliser Windows, je l'utilise, voilà. On est tous plus ou moins pour ou contre certaines choses. J'aime bien Windows, je l'utilise au boulot. Voilà, ça a beaucoup de faiblesses par rapport à un système Linux, je suis d'accord, mais bon. L'avantage c'est que quasiment 90% du parc informatique mondial est équipé en Windows, donc c'est quand même plus simple d'en parler que d'arriver sur des choses plus exotiques, même si j'ai un petit faible pour Linux quand même en ce qui concerne la sécurité et les performances. Bref, fin de la parenthèse, encore une fois, j'aime bien faire des parenthèses. Je me rattrape parce que Python n'utilise pas le système d'accolade pour le code, donc je fais des accolades moi-même dans mes commentaires. Le projet est créé,
on va tout simplement créer un nouveau fichier, un fichier Python dans lequel on va pouvoir commencer à coder. Clic droit sur, alors PyCharm, très rapide. Ici vous avez votre projet, à l'intérieur vous avez vos fichiers, les librairies externes. On va pas arriver dans PyCharm. Je suis pas un expert, en Python, c'est pas mon langage de prédilection. J'ai quelques bases en Python, mais très très légères. Donc en gros, ce projet on va le faire ensemble et on va tous être au même niveau. Pour ceux qui débutent. Après, s'il y a des pros de Python qui voient cette vidéo, bah, qui me donnent des conseils, il n'y a pas de souci. Mais je suis presque au même niveau que les 100% débutants qui vont regarder cette vidéo. Donc on y va, nouveau fichier Python, et on va l'appeler main, parce que c'est une bonne habitude à prendre, le fichier principal de l'appeler main, ça veut dire principal en anglais, et main.py, .py, comme disent les anglos, le fichier principal de Python. Le peu de base que j'ai de Python me dit que l'indentation sert à délimiter les blocs pour tout ce qui va être instruction, boucle de contrôle, instruction de contrôle, etc. Donc ceux qui ont l'habitude de Java, ceux qui ont l'habitude de C#, de C, C++, en général, on pourra avoir une structure de ce type-là avec des accolades ouvrante fermantes pour délimiter les zones de code. En Python, c'est pas comme ça. Alors, je vais pas vous faire un cours magistral sur Python. Ce que je vous dis, le but c'est pas d'apprendre Python par cœur. C'est juste d'utiliser ce dont on a besoin. Mais il faut quand même que vous ayez certaines bases pour ceux qui débutent, de savoir pourquoi on fait une indentation sur la droite ou pourquoi on revient sur la gauche, comment on délimite les blocs. Donc, si par exemple je veux définir une fonction en Python, elle va se définir de cette manière-là, avec une indentation. Vous voyez que mon curseur ici, il est décalé par rapport à la marge gauche, et tout ce que je vais écrire ici fait partie de ma fonction. Et pour sortir de ma fonction, je reviens tout simplement en première colonne de mon éditeur. Classe, main, pass. Voilà. Donc ici, j'ai défini une fonction et une classe. Ces deux lignes-là sont à l'intérieur de ma fonction. Cette ligne-là est à l'intérieur de ma classe. Voilà, on va s'arrêter là en ce qui concerne la structure des programmes Python. On va pas plus loin, ça sert à rien, on se contente du nécessaire. Notre programme, alors ce qu'on va faire, on va ouvrir ça, on va regarder un petit peu. On a besoin d'ouvrir une page internet avec Python Request, on a besoin de récupérer le prix avec Beautiful Soup, on va comparer le prix, on va y aller. Donc déjà, on va poser les grandes bases du projet, c'est-à-dire, alors je sais pas si en fait on voit très bien, si je fais ça, le code va être peut-être un peu plus gros, va être plus lisible. Ça va être peut-être un peu plus sympa pour vous, on va voir ce que ça donne. On va avoir un programme principal, main, je vais créer une classe, alors c'est de la programmation orientée objet, c'est pareil, on va pas s'étaler de trop sur ce que je suis en train de faire, on va juste suivre les grandes bases. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, j'aurai peut-être pas forcément les réponses, parce que je suis pas un pro Python, je me tue à le dire, mais on ira chercher les réponses ensemble, ça peut être super sympa de faire ça de manière interactive. Pour l'instant, on va juste créer une classe qui ne fait rien, elle passe. Quand on met passe, c'est-à-dire qu'on arrête l'exécution de la fonction et on ne fait rien. On ne peut pas ne rien mettre dans une fonction, dans une classe Python, il n'est pas content, donc on va lui mettre juste passe. On a défini ici, on va dire, main, ça va être notre programme principal. Ce programme principal va être exécuté lorsque le point .py, le fichier Python, va être donné en argument à l'interpréteur. Python n'est pas un langage compilé, c'est-à-dire que le fichier PY n'est pas autonome. Il a besoin de Python, on a besoin de lancer Python, de lui dire Python lit ce fichier PY pour fonctionner. On ne peut pas juste double-cliquer sur le PY comme on le ferait avec un point .exe sous Windows qui lance le programme. Il y a des manières de transformer un point .py en point .exe, c'est pas la question non plus aujourd'hui. Sachez juste que ce point .py, quand Python va le lancer, il va chercher une instruction qui va lui dire, tiens, quand Python lance ce module
ce fichier .py, voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Et la bonne méthode, la bonne habitude pour dire à Python, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est de passer par un bloc, alors que je vous demande pour l'instant juste if name de copier tel que je l'ai écrit à l'écran, si je fais pas de bêtises. C'est ce bloc-là. If dunder double underscore dunder name dunder égal main avec des double underscore devant derrière, alors lance la classe main avec des parenthèses, c'est-à-dire exécute cette classe, construit cette classe, on dit instancie cette classe en fait, et lance le code qui est à l'intérieur qui pour l'instant est passe. Alors, quelle est cette instruction? Je vous l'explique très rapidement. On n'est pas obligé de la mettre. On aurait pu écrire, je vais commenter ces 3 lignes là, et on aurait pu écrire juste, sans faire de bêtises, on aurait pu écrire ça. Si j'avais écrit ça, ça veut dire qu'à chaque fois que Python va appeler ce fichier, que ce soit de manière principale ou de manière dérivée via un import, on va voir tout de suite après, il va lancer main parenthèse. Donc il va instancier la classe. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Parce que on peut très bien avoir un fichier Python dans lequel il y a juste des fonctions qui vont être utilisées par un autre programme, mais qui n'ont pas besoin de tourner toutes seules. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être exécutées toutes seules, sans personne, ou de manière autonome. Dans ce cas, il faut que lorsque Python ouvre le fichier, il ne lance pas main. Pour vous donner un exemple, on va essayer de faire un def, une nouvelle fonction qui va être calcul prix, on va lui passer n'importe quoi, on va dire qu'elle fait rien, voilà. Ici, dans la classe main, on va faire calcul prix. Ce calcul du prix, il va prendre par exemple le hors taxe, il va dire que le TTC est égal au hors taxe fois 1 plus TVA. Alors on s'en fout, hein, ça va pas fonctionner, mais on s'en manque. Calcul prix TTC, on va dire. Allez, TTC. Hop, hop, calcul prix TTC. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir un programme qui puisse appeler cette fonction-là. Mais si jamais j'importe ce fichier-là dans un autre programme pour lui dire, bah tiens, ça va te permettre de profiter de cette fonction calcul prix TTC, quand Python va le lancer, il va me lancer main, donc il va faire un calcul de prix TTC bidon, qui me sert à rien. J'ai pas besoin de ça. C'est mon programme principal qui va dire, tiens, importe cette fonction calcul prix TTC, et quand j'en ai besoin, tu utilises la fonction calcul prix TTC. Mais aucunement, je veux que ce calcul prix TTC soit exécuté de manière automatique à chaque fois que j'appelle ce fichier. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est important de toujours lancer le programme dans un bloc if name égale main. Pourquoi? Parce que là, du coup, si je l'importe dans Python depuis un autre projet et que je le lance, étant donné que ce fichier-là ne sera pas l'exécutable principal, ce sera mon projet principal qui appelle ce fichier-là, main, cette partie-là ne va pas se lancer. Alors, tant pis, je vous dis encore une fois, si c'est pas super clair, dans un premier temps, on pourra faire pareil, un petit laïus sur le if name égale main. Laissez comme ça, sachez seulement que c'est une bonne pratique dans un premier temps. Retenez-la par cœur, c'est pas grave, je sais, c'est pas super propre, c'est pas philosophique de dire on fait des trucs qu'on comprend pas. Retenez par cœur que le if name égale main et en dessous l'initialisation, l'instanciation de votre classe principale, c'est une bonne pratique. On verra à mesure, peut-être qu'on va avancer dans les tutos, dans quel cadre ça va être super important et vraiment absolument indispensable de le mettre, mais par bonne pratique, mettez-le. On va supprimer la fonction, on va supprimer l'appel dans la classe main, et on va entrer dans le vif du sujet. Et moi, ce que j'aime bien faire dans mon projet, tout simplement, c'est de prendre les informations que j'ai ici, CTRL-C, alors je sais pas ce que ça va donner dans PyCharm,
Waouh. On va faire un peu de formatage, hein, parce que LibreOffice et PyCharm, ça fait pas bon ménage. J'ai voulu gagner du temps, j'aurais mieux fait de leur taper, c'est pas grave, on va le faire à la main. Ouvrir une page internet avec Python Request, récupérer le prix avec Python Beautiful Soup, comparer le prix, ok, envoyer un mail, et tout ça on va le mettre en commentaire. Le commentaire contrôle et divisé du pavé numérique, très pratique. Pour cliquer, vous mettez des commentaires, vous les enlevez. Petit raccourci PyCharm, super utile. Donc, décidément j'aime bien faire ça. On va laisser un petit espace entre chaque. Et en fait, le fait de mettre en commentaire comme ça les différentes étapes qu'on a définies dans le cahier des charges de la liste fonctionnelle, ça va permettre tout simplement d'éviter de faire des alt tab tout le temps entre l'un et l'autre pour savoir où on en est. Après, on va étoffer des choses ici. Alors, ce qui est bien quand on étoffe ici, c'est de répercuter ça aussi dans l'analyse de projet. Après, si votre projet est vraiment bien commenté, le fichier LibreOffice devient moins important. Il est important au départ, il va l'être un petit peu moins sur la suite. Pourquoi? Parce que ce sont nos commentaires qui vont prendre le relais. Et votre code va devenir en quelque sorte votre analyse fonctionnelle, en plus d'ajouter les fonctionnalités dont on a besoin. Donc, ouvrir une page internet avec Python Request. Alors comment on utilise Request? On va regarder sur internet. Ok, on va pas se prendre la tête, on va lancer Firefox. Hop, on va le mettre de ce côté-là de la fenêtre. Et on va ici Python Requests HTTP for Human. C'est beau ça. Request en Python. Bien, en français c'est bien ça, ça va mieux. Alors, le module URL libre de la librairie standard est complètement moisi. C'est bien, ne faites pas la prendre celle-là. Achevé, ça va pas se passer comme ça. Voir le même code sans request. HTTP pour les humains, je trouve pas ça super clean. R.request, d'accord. Ok, bon, on va voir s'il y a une autre page. Module request, jouons avec HTTP, pourquoi pas, allons-y, on va voir ce qu'il nous dit. Pip install request, import request, ah bah ça n'a pas l'air mal. On va tester son petit bout de code. Alors, pip c'est package installer for Python ou Python installer. Ça permet d'installer des modules dans Python. Je ne sais plus pourquoi exactement, quel est l'acronyme de pip. On s'en fout. Le tout, c'est de savoir que ça existe et c'est ça qui va nous permettre d'installer request. Parce que quand on a besoin d'un module en Python, il faut l'importer. Donc si je fais import request, et je fais entrer, il y a de grandes chances qu'il me mette une erreur ici, comme quoi le package, vous voyez, install package, il n'est pas installé. Donc, quand on a PyCharm, c'est facile, on clique dessus, on dit résout le problème, hein, et puis il va nous télécharger le système qui va bien, etc., de ce dont on a besoin. C'est pas, on peut le laisser faire, je vais vous montrer comment on le fait à la main. Ça va vous permettre comme ça de pouvoir le faire si vous êtes sur un autre IDE que... C'est pas ça que je voulais faire. Si vous êtes sur un autre IDE que PyCharm, pardon, et on le fait via la commande pip. Alors c'est pip 3 pour les versions Linux et macOS de mémoire. C'est pip install et on va installer le module dont on a besoin. Et ce module va s'installer, vous voyez ici à gauche, on a venv dans notre environnement virtuel. Donc il ne va pas venir polluer notre global. Et ça c'est super. Donc ça c'est Avast qui décide de m'analyser mon pip request, install request. Voilà, il est en train de télécharger. Donc pip va permettre d'installer la librairie dont on a besoin sans se prendre la tête. Il l'a fait, il n'y a pas de souci. Si je fais un pip liste de mémoire, je crois que c'est ça, voilà, on voit qu'il a installé URL lib3 dont il a besoin, request, enfin, il a installé tout ce dont il avait besoin, ça on ne l'avait pas avant. Et c'est installé dans l'environnement virtuel qu'on a généré pour ce projet-là. Et donc ça ne vient pas polluer, request n'est pas installé dans mon Python global. Et ça c'est vachement bien parce que si j'installe plein de trucs dont j'ai pas besoin tous les jours, ça va être installé que pour ce projet-là. Et si vraiment mon projet il est moisi, et je peux recréer un nouvel environnement virtuel avec juste les librairies dont j'ai besoin, super important. Donc,
On va déjà, il y a longtemps que j'ai pas sauvegardé le main.py, donc c'est fait. On va repasser en mode plein écran, et là vous voyez que, s'il veut bien repasser en mode plein écran, non, si, alors on peut aller dans Presentation Mode, voilà, normalement j'ai mis un raccourci mais il n'a pas vouloir fonctionner, et bien on voit que le request n'est plus en rouge, voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc on va aussi réafficher ça, import request, on l'a fait, et il nous met quoi? Il nous met, essayons de récupérer la page de linuxfr.org. On va commencer par là, tout simplement. Alors, on va se mettre avant ici, on va mettre un commentaire, on va mettre test. Et on va faire r égale request.get. Par contre, on va pas prendre, oh si, on va prendre linuxfr.org. Linux, c'est quoi Linux, fr tout dans un mot, fr.org. Ok, et il fait quoi après? Il fait un print r.text. On va faire ça, print r.text. Et on va lancer le projet. Donc pour lancer le projet, on va sortir du mode présentation et on va lancer le projet ici. Ça marche pas, on va aller dans run, et là il va nous dire mais quel est le fichier principal? Ce qui est bizarre, c'est qu'il aurait dû me le trouver. Il aurait dû me dire que c'était main. Run main. Voilà. Alors, il nous ouvre le run en bas, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le contenu de linuxfr.org. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, et première étape franchie, on a un premier résultat. C'est top. C'est top. On a un premier résultat. On a réussi à récupérer le contenu d'une page web. Moi je dis, on devient bon. On devient très bon. Voilà, on est repassé en mode plein écran. Ok, donc maintenant ça veut dire que ici, dans l'absolu, je peux ouvrir ma page Amazon qui m'intéresse. Eh ben on va essayer. Allez, hop, un nouvel onglet, Amazon.fr. On va tester un produit, toutes les catégories, on s'en fout. On va prendre un Raspberry Pi 4, ouais super. On va prendre celui-là, le premier qui vient, on s'en fout. On prend l'URL, on la copie ici, CTRL SHIFT F10 si ma mémoire est bonne. Et c'est pas beau ça, Amazon, regardez. On a tout là. On a tout là. C'est magnifique. Hop. Si on print que R, ça fait quoi d'ailleurs? CTRL SHIFT F10. Réponse 503. Ah, pas sympa. R.text, il nous dit quoi R.text? Trou, captcha, segmentation. Oh là, il balance un captcha. Je pense qu'il a chopé le fait qu'on n'était pas un navigateur classique. On essaye de l'accéder avec un robot. Et ça, il aime pas. Voilà, saisissez les caractères que vous voyez dans cette image. Ok, classique d'internet. Quand on a des navigateurs, des fois qui sont un petit peu exotiques, ou qu'on essaye d'accéder avec un script comme on est en train de faire, il y a des sites qui n'aiment pas ça et qui nous envoient bouler. Et pour ça, il faut qu'on s'identifie auprès du site, alors pas avec un login et un mot de passe, mais comme étant, par exemple, Chrome ou Firefox. Donc, ce qu'on va faire, on va tricher, et on va lui dire on est Firefox. Alors, pour dire qu'on est Firefox à Amazon, il va falloir que dans notre requête HTTP, donc ça c'est des petites bases HTTP que je connais, on peut regarder sur internet, Amazon, Python, request, error 503. Allez, hop, premier lien, c'est en anglais. Alors, un truc qu'il va falloir apprendre par contre si vous voulez vraiment devenir dev, c'est l'anglais parce que ça aide d'une force, mais alors très horrible. Il nous dit quoi là? Je vais vous l'introduire rapidement. Peux-tu ouvrir l'adresse dans ton navigateur? Hop.
On va prendre toute la discussion. Et voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est le User Agent. Le User Agent, c'est l'identité du navigateur. Comme quoi, bonjour Amazon, j'ai besoin d'afficher ta page web, je suis Firefox. Et ça, c'est super important. Si on ne s'identifie pas comme étant Firefox, et ben Amazon va nous dire je t'aime pas, dégage. Pour connaître son User Agent, je suis dans Firefox, je tape User Agent, tout simplement. Et je vais taper My User Agent ou mon User Agent, My User Agent, et là regardez, magnifique. Google sait me le dire en direct, mon User Agent c'est Mozilla /5.0. Je le copie et je vais me créer, là on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais me créer une variable, que je vais appeler User Agent égale, et entre apostrophe, je vais mettre mon User Agent que j'ai copié sur Internet. Et je vais avoir besoin d'une URL qui va être égale à, entre parenthèses, entre apostrophe, guillemets, pardon. Hop, on va prendre tout ce qu'il y a là. Shift, fin, CTRL C, d'ailleurs on va pouvoir le supprimer après. CTRL V. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai tout simplement écrit dans des variables, donc dans des emplacements de la mémoire de l'ordinateur, mon user agent et mon URL. Ça va me permettre ici de passer l'URL au lieu de la réécrire à chaque fois. Alors, c'est une bonne pratique aussi, parce que si on a besoin d'appeler plusieurs fois l'URL à l'intérieur du code, si à chaque fois on a toute cette ligne-là qui est super longue, on va jamais savoir où on en est. Donc de passer une référence comme ça, qui est clean, courte, dans le code, c'est très très bien. Petite erreur de ma part, URL, User Agent, convention de nommage tout simplement. Les variables commencent par une minuscule avec une majuscule au début de chaque mot qui compose le nom de la variable. En majuscule pure, on met en général les noms des constantes. Là, ce ne sont pas des constantes. User Agent pourrait être une constante, il ne va pas changer. URL, par contre, peut être amené à changer au fur et à mesure du programme. Donc, il vaut mieux être dans une variable. Du coup, ici, URL, il ne comprenait plus, je lui repasse en minuscule. Donc oui, mettre dans des variables les choses que vous allez réutiliser pour des raisons de lisibilité et avoir des noms de variables qui soient très importants. Il faut qu'elles soient lisibles et compréhensibles par un humain. Parce que si user agent c'est UA égale blabla Mozilla et que URL c'est U égale blabla Amazon, et que je sais pas n'importe quoi, le prix c'est P, c'est égal à 10 0 10 euros. Oh, je fais que des bêtises. Voilà, là je vous mets au défi, arrivé à 2000-3000 lignes de code, de savoir à quoi correspond UA, U et P. Alors que si on écrit user agent URL prix, hein, on va retirer ça, voilà, là même 20 000 lignes de code plus bas, vous savez que le prix c'est le prix. Donc, un très important, quand on nomme une variable, on la nomme de manière explicite. Alors c'est chiant, c'est plus long à taper, c'est plus long à relire. Ouais, mais vous allez vous y retrouver, je vous le dis. Non, d'ailleurs, je vais créer une variable prix que je vais initialiser à 0 euros et on va l'utiliser beaucoup plus tard. Parce que je sais que de toute façon, l'intérêt c'est de récupérer le prix. Donc, tant que je suis dans mes variables, je le fais. Allez, et puis ici, parce que c'est du bon ton aussi, on va commenter ce qu'on fait. Donc là, on va mettre les variables. Et ici, on a mis un commentaire, ouvrir une page d'arrêt, donc mon code commence à être super propre en fait. Il commence à être super propre. Hop, je ferme ça, histoire d'avoir un peu plus. Voilà, j'ai un code qui se structure gentiment et qui est lisible. Les commentaires impératifs, super important. Comme j'ai dit tout à l'heure, et j'y reviens,
il faut qu'on dise à Amazon, donc salut, j'arrive, je veux voir ton P4 là, sur cette page-là, mais je suis Mozilla. Donc il faut qu'on lui dise que les headers, c'est user agent. Mais un header ne se passe pas comme ça de but en blanc. User agent, je passe pas juste une chaîne de caractères. Il faut que lui donner sous forme de dictionnaire. Un dictionnaire en Python, ce sont des accolades avec un mot-clé et une valeur. Le mot-clé, c'est user agent. 2 points, la valeur. Et la valeur et le mot-clé sont des chaînes de caractères. Donc user agent devient un dictionnaire, ma variable, dans lequel j'ai le paramètre user agent de request qui est égal, défini à ça. Normalement, si je fais ça, et que je mets juste R, je ne devrais plus avoir le message d'erreur, sauf si j'ai fait une bêtise. Et si j'ai fait une bêtise, c'est très bien, parce qu'on ira la corriger. Et là, j'ai une réponse 200. Response 200. Et 200, ça veut dire que c'est OK. Donc si je fais print.r.text et que je refais CTRL SHIFT F10, cette fois-ci, attention les cocos, c'est quoi ça? C'est Méo, c'est un chat, bravo Amazon. J'ai des scripts et j'ai le contenu de la page complet. C'est pas du tout le peu d'informations qu'on avait tout à l'heure avec le CAPTCHA qui me disait ce que t'es un humain. Donc là, c'est propre. Ça a l'air d'être mieux. Super. Eh ben écoutez, moi je suis content. Je trouve que la vidéo elle a bien avancé. On a un résultat. Je pense que ça suffit pour cette vidéo-là. Et on va se retrouver dans la vidéo d'après pour avancer dans le projet. Si on veut synthétiser, on est passé de l'analyse de besoin à un début de code sous PyCharm en Python dans un environnement virtuel. On a un bout de programme qui commence à fonctionner. Moi je me dis que c'est quand même mieux que d'avoir regardé 25 tutos sur comment faire. Donc n'hésitez pas, essayez d'aller plus loin et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, des critiques constructives, il n'y a pas de souci, je suis preneur. A plus tout le monde.